Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Il est né à Douala, mais il se dit français et il se sent bourguignon. Ancien membre des Black Panthers, Gaston Kellman s'est fait connaître par un livre dont le titre a fait mouche. « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Aujourd'hui, il revient avec une réponse à l'eurodéputée Nadine Morano pour qui la France est un pays de race blanche. Gaston Kellman conteste dans son nouveau livre l'idée d'une société fragmentée en fonction des couleurs. Il nous met en garde, les races n'existent pas, le racisme est même un piège. Bonsoir Gaston Kellman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'auteur de ce livre intitulé « La France, pays de race blanche », vraiment, point d'interrogation, adresse à Nadine Morano. C'est aux éditions L'Archipel. Alors, puisque c'est une adresse, une réponse en quelque sorte à Nadine Morano, on va commencer par écouter ce qu'avait déclaré la femme politique française. Pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut garder un équilibre dans le pays, c'est-à-dire aussi sa majorité culturelle. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères. Gaston Kellman, vous dites dans ce livre, on peut se demander si la formule de Nadine Morano relève d'un dérapage idiot, d'une bravarde imbécile, d'un instant d'égarement, d'une folie passagère ou d'une conviction chevillée au corps. Vous penchez pour cette dernière ? Oui, je pense pour cette dernière, malheureusement, parce que c'est en fait répétitif. Elle le répète si souvent que c'est une leçon bien apprise, mais quelle est l'angoisse qui taraude notre eurodéputé? Là, j'en sais rien. Mais vraiment, et puis elle a son excuse, effectivement, qu'elle nous sort tout le temps, qu'elle a une amie noire, alors on ne peut pas être raciste parce qu'elle a une amie noire, qui plus est plus noire qu'une arabe. Donc, quand on a fait cet amalgame, on ne se pose plus de questions. Alors, il y a eu tout un débat lors des propos de Nadine Morano dans la société française, notamment à travers les médias, et il y a un piège. Selon vous, même ceux qui la critiquaient reprenaient malgré eux la notion de race, ce concept. Bien entendu, et c'est ça le grand malaise français, c'est-à-dire que je pense que les antiracistes sont ceux qui sont le plus justement dans cette logique raciste, raciale elle aussi. Et ils veulent défendre les Noirs, ils veulent ceci, ainsi de suite, et on se fonde toujours sur la couleur pour mener le débat, que ce soit ces associations qui se veulent des conseils représentatifs des Noirs dans une France où la couleur ne devrait pas du tout avoir la place. Et là, c'est continuer à l'avoir, et c'est ça qui est tout à fait regrettable. Mais ça veut dire, si on vous comprend bien, par exemple, que parler de continent noir, c'est faire les jeux de certains différentialismes, c'est raisonner en termes raciaux. Oui, mais en quoi est-ce que le continent est noir? Je veux dire qu'un continent, c'est pas une couleur. Un continent, c'est un espace où on adhère, on vient s'implanter. Dans ma géographie enfantine, le nord de l'Afrique n'était pas noir. Et qu'est-ce qu'on va faire des descendants des colons blancs de l'Afrique du Sud? Et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Le piège, il est vraiment là parce que ceux qui défendent Nadine Morano disent, écoutez, on dit bien terre d'islam, oui, je ne vois pas pourquoi on ne dira pas terre de chrétienté, par exemple. Oui, mais parce que la terre, justement, c'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que vous allez vous dédouaner en faisant la même. Une terre n'est jamais une terre colorielle, une terre n'est jamais une terre de religion, d'autant plus que vers Vercingétorix, la France n'était pas chrétienne avec Vercingétorix, elle est aujourd'hui. L'Afrique n'était pas chrétienne, moi mon Cameroun est chrétien aujourd'hui. Donc on s'implante quelque part, on trouve une religion, on hérite d'une religion, et puis une couleur peut être dominante aujourd'hui, ne peut l'être demain. Donc à partir de là, l'Amérique est-elle indienne ou bien blanche? Alors vous pointez notamment du doigt les médias pour qui les terroristes qui commettent des attentats alors qu'ils sont français, eh bien ne le sont plus dans les journaux télévisés, les noirs qui correspondent aux fantasmes ou encore les étoiles noires de Lilian Thuram. Et vous citez notamment Frantz Fanon. Je vais lire la citation que vous empruntez au grand intellectuel, ancien indépendantiste de la cause algérienne. C'est page 26, le temps pour moi de la retrouver, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du peuple noir, écrivait dans Peau noire, masque blanc Frantz Fanon, de nationalité nègre? Je suis français, je suis intéressé à la culture française, à la civilisation française, au peuple français. Je suis intéressé personnellement à la nation française. Qu'ai-je à faire, poursuit-il, d'un empire noir? Pourquoi avez-vous choisi ces mots précis? Quelles sont leurs forces? Parce que Frantz Fanon, c'est un peu mon maître à penser. Frantz Fanon s'est battu pour toutes les causes sur la terre. Frantz Fanon, elle n'avait pas 18 ans quand il est venu faire la guerre contre les Allemands. Après cela, Frantz Fanon s'est installé en Algérie et il a épousé la cause algérienne. Jusque-là, on ne voit pas de Noirs. Et donc, pour lui, la terre, comme Saint-Exupéry, est la terre des hommes. Je cite aussi Saint-Exupéry, d'ailleurs, quand le Bédouin
Bédouins les sauvent dans le désert avec terre des hommes. Pour Frantz Fanon, la terre est la terre des hommes. La terre s'est répartie entre les hommes libres et le combat pour la liberté des autres. Elle ne se répartit vraiment pas en couleurs. Alors je n'imagine pas que la France devienne un espace coloriel ou donc pour conserver, qu'est-ce qu'elle disait, Nadine Morano disait pour conserver, disons l'authenticité de la France, il faudrait qu'elle continue à être blanche et judéo-chrétienne. C'est tout simplement horrible à entendre. Sauf que Gaston Kelman, on est dans la théorie. Vous parliez tout à l'heure, on parlait des étoiles noires de Lilian Thuram, vous parliez des comités, des conseils représentatifs, notamment des Noirs de France. Mais il y a quand même un contexte, il y a quand même des discriminations. Donc comment font les associations, comment font ceux qui veulent faire avancer les choses pour ne pas tomber dans ce piège précisément? Je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer tout cela, mais je l'explique clairement dans le livre. Les étoiles noires, bon, et puis surtout la première étoile noire qui serait Lucie. Dites à Lucie qu'elle est noire, je suis sûr qu'elle vous dira foutez-moi la paix. Lucie ne se considérait pas comme noire du tout. Et en quoi Lucie est-elle un modèle pour les enfants noirs de Barbès ou bien de Pointe-à-Pitre? Et deuxièmement, je veux dire, ceux qui combattent le racisme, ceux qui pensent combattre le racisme dans ce pays, n'oubliez pas, dont je dis qu'il est le moins raciste du monde, parce qu'il n'y a pas de barrière raciste, raciale, que ce soit pour épouser une femme, parce que ça c'est la frontière du racisme. Hein. Là, on ne veut pas le mélange, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Mali, dans les sociétés castées ou en Inde. Ça n'existe pas chez nous ici. Alors à partir de là, quand je vois par exemple les publicités qui font de l'antiracisme en France, je me dis, mais ou bien j'ai rien compris, ou peut-être, et là c'est eux qui n'ont rien compris. Et dire par exemple, je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. Attendez, parler comme ça en France. Accuser tout le monde de persécuter sur fond de couleur. Quelle différence y a-t-il entre pays de race blanche et la couleur de ceux qu'on persécute? Aucune. Ouais. Vous parlez de l'antiracisme, mais il y a aussi ceux justement qui disent on tolère la différence, donc il est normal de pouvoir dire un noir, de dire un arabe, etc. Quand bien même ces gens-là reconnaissent que ceux dont ils parlent sont français. Comment éviter ce piège de la fragmentation de la société? Mais tout simplement en ne parlant pas de modèle qui serait coloriel, en ne parlant pas d'un Harry Roselmack qu'on va mettre à la télé. Je ne pense pas qu'un gamin a besoin d'un Harry Roselmack. Il suffit qu'on lui apprenne. Dès le départ, on lui a appris qu'il y avait les foyers maliens, qu'il y avait les foyers algériens, qu'il fallait qu'ils aient leur modèle à l'école, qu'ils avaient leurs inventeurs, qu'ils avaient leur génie. Et si on reprend le même discours et qu'on leur dit, écoutez, vous êtes en France, la France n'a pas de couleur, la France c'est un contrat avec la nation, vous croyez qu'ils ne le comprendront pas? D'ailleurs, pensons à cette publicité, pensons à cette publicité où on voit quelqu'un, j'ai vu cette publicité, c'était l'une des plus horribles encore. On voit quelqu'un qui est coupé en deux, un côté blanc, un côté noir. Au côté blanc, on dit tu vas bosser demain. Au côté noir, on dit toi tu n'auras jamais de boulot. Croyez-vous vraiment que c'est comme ça qu'on cherche la paix dans ce pays? C'est comme ça qu'on convainc le patron qu'il ne soit pas entre guillemets raciste, sauf que c'est lui qui embauche. Je parie tout ce qu'on veut que si on va dans les officines de ceux-là qui nous donnent ce genre de leçons absurdes, on ne trouvera peut-être pas autant de mixité qui la prône. Pourquoi ne pas prendre l'exemple positif et dire, montrer un patron qui embauche, que celui qui n'embauche pas se sente idiot? Pourquoi faut-il rejeter celui qui embauche en lui disant « tu n'as jamais embauché » ? Voilà la question que je me pose en disant, mais qu'est-ce qu'on cherche en fait dans ce pays-ci? Alors, vous venez de le suggérer, Gaston Kelman, vous le rappelez dans votre livre, que la France est championne du monde des mariages mixtes. Alors, les identités, forcément, il en est question quand on parle d'origine, de couleur, de racisme, de race, qui donc, dites-vous, n'existe pas. Selon vous, c'est quoi l'identité? Alors, elle ne se résume pas à un passeport, à une origine, à une couleur de peau. Comment vous la définiriez alors? L'identité, ce n'est surtout pas une origine. L'identité, ce n'est surtout pas une couleur de peau. L'identité, c'est une adhésion à un espace. Hic et nunc. L'identité se formate sur un espace. Évidemment, on ne laisse pas le substrat dont on est porteur. Ce substrat-là peut enrichir l'espace où on se retrouve. Mais je suis français aujourd'hui, premièrement, parce que j'ai adhéré à un pacte, à des valeurs, à mettre ma volonté à l'évolution de cet espace avec lequel nous nous sommes choisis. J'ai choisi, il m'a choisi. Et donc, à partir de là, je ne vois pas la place de la couleur de peau dans ma capacité à écrire un livre. Je ne vois pas la place de la couleur de la peau dans ma capacité à adhérer, éventuellement à jouer au football, une autre fois peut-être à porter des armes pour répandre les valeurs de la France, ici ou là. Je ne vois pas en quoi qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'une couleur de la peau soit enfermée dans une certaine vision ou dans une autre. Et quand je dis que la France est championne du monde des mariages mixtes, parce que c'est justement dans cet espace-là qu'on reconnaît que je veux dire l'acceptation de l'autre est totale. Dans les sociétés fondamentalement racistes, le tabou numéro 1, c'est la mixité. Prenons ceux qui sont plus proches de nous, les béquets.
pour les béquets, il ne faut surtout jamais se mélanger. Ils sont dans les Antilles depuis 4 siècles. Ils prônent alors là une différenciation totale, fondamentalement sur la base de la couleur de la peau. Et ce n'est pas notre cas ici en France. Mais le problème de la France, justement, c'est le privilège inné. La France, on dirait qu'elle a dit aux inférieurs, à tout le monde, on va toujours vous apporter des inférieurs. Est-ce que quand les Italiens venaient comme immigrés subalternes, c'était le racisme? J'en sais rien, je dirais non. Les Espagnols, les Portugais, les Arabes, et puis les Noirs après. Où commence le racisme? Aucune de ces immigrations n'a été une immigration normale, banale, de gens qui veulent venir. On a contingenté toujours des gens inférieurs. C'est là que le problème de la France se situe. Il est social. Et c'est pour cela que quand vous envoyez un CV, on vous dit surtout ne mettez pas que vous êtes à Barbès. Parce que le mec de Neuilly vous dépasse d'office. Le mec du 16e vous dépasse d'office. Donc vous voyez, il faut vraiment aller dans la profondeur de nos comportements pour ne pas rester à la superficie qui satisfait tout le monde. Gaston Kelman, il y a un exemple fascinant dans votre livre. Vous attardez notamment sur l'histoire du village français de Champagney. C'est en Haute-Saône. Oui, c'est extraordinaire. Nous sommes en 1789. Les États généraux. Et ce village-là, qui n'a jamais vu de nègre qu'un, Balthazar sur Gaspard, parmi les rois mages. Je voudrais souligner que si les rois mages avaient officié au 19e siècle, il n'y aurait pas eu de rois mages noirs. Ça signifie qu'à l'époque, il n'y avait pas de racisme. Et les gens de Champagney, donc, dans leurs États généraux, ils demandent au roi d'abolir la traite et l'esclavage. Nous ne pouvons pas comprendre que nos frères, ils le disent en 1789, quand l'intelligence, c'est justement quand l'élite parisienne continue à se poser des questions sur la craniologie. Mais ce n'était pas le seul village à le faire, sauf qu'il a encore une autre spécificité, il veut en faire un outil de mémoire. Hein. Et c'est ça, il n'était pas le seul en fait, il faut le dire. Ce village-là n'était pas le seul, mais lui, il s'est fondé sur cet acte-là pour en faire une mémoire. Senghor, Léopold Sédar Senghor, a été le mécène, mais surtout le parrain de la case de la négritude dans ce village-là. Et j'adore ce village, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Gaston Kelman d'avoir répondu à nos questions. La France, pays de race blanche, vraiment point d'interrogation, adresse à Nadine Morano, c'est aux éditions L'Archipel. Merci à vous Gaston Kelman. Merci beaucoup.